Bonjour à tous. Nous allons continuer le cours d'optimisation sous contrainte dans cette deuxième vidéo. La première vidéo était consacrée à la condition nécessaire du premier ordre pour l'optimisation des fonctions de deux variables avec contrainte. Et ce que l'on avait vu, condition nécessaire du premier ordre, c'est que si on cherche à maximiser une fonction comme celle-ci, dont les lignes de niveau sont représentées ici, mais en ne regardant que les points qui se baladent sur une contrainte, ici en bleu, alors un maximum ou un minimum, local ou global, sous la contrainte, était ce que l'on appelle un point stationnaire sous contrainte. Alors je vous rappelle, qu'est-ce qu'un point stationnaire sous contrainte ? Dès que l'on pose la fonction de trois variables grand L, qu'on appelle le Lagrangien, L qui dépend de trois variables, le X, le Y, donc on pourrait remettre les axes ici, donc on a l'axe des X, l'axe des Y, et une troisième variable lambda, une variable multiplicateur de Lagrange, égale à f de xy moins lambda multiplié par g de xy, alors le point x0, y0, qui est ici, qui vérifie le min, vérifie pour un certain lambda 0, un certain multiplicateur de Lagrange, les trois conditions, qui sont les trois dérivées partielles de L par rapport à chacune des variables, x, y et lambda, sont égales à 0 au point x0, y0, lambda 0. Autrement dit, le point x0, y0, lambda 0, trois variables cette fois-ci, est un point stationnaire au sens libre de la fonction grand L. D'accord ? Et donc ce qu'on appelle x0, y0, un point stationnaire sous contrainte associé au multiplicateur de Lagrange lambda. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a vu la fois précédente. Donc si on a un maximum, un minimum, alors on a un point stationnaire sous contrainte. D'accord ? Et dans cette vidéo, on va essayer de trouver une condition cette fois-ci suffisante au second ordre, comme pour les fonctions, comme pour l'optimisation libre, qui va nous permettre de caractériser ces points stationnaires. Une fois qu'on les a identifiés en résolvant le système, trois équations, trois inconnues, toutes les solutions de ce système, on va pouvoir les caractériser, c'est-à-dire chaque point stationnaire sous contrainte, dire s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum. Alors comment fait-on cela ? L'astuce, c'est une astuce, une belle astuce, consiste à considérer une autre fonction de deux variables, d'accord, donc qu'on appellera L0 de xy, et qui consiste à prendre à peu près la même définition de grand L, sauf que cette fois il y a deux variables, comme pour la fonction d'origine petit f, d'accord, qui va être égale à f de xy moins lambda 0 multiplié par g de xy. Autrement dit, on prend la fonction grand L et on l'applique en x, y, donc deux variables, et là on fixe la troisième variable comme étant égale au multiplicateur de Lagrange du point stationnaire que l'on considère, que l'on cherche à étudier. D'accord ? Alors ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle fonction, L0 de xy, c'est une fonction de deux variables, et comme pour la fonction petit f, et que le point x0, y0, pour cette fonction grand L0, est un point stationnaire libre. On vient en quelque sorte de changer de fonction et de recentrer notre problème de la fonction, donc point stationnaire libre de la fonction L0, d'accord ? C'est-à-dire, ici le point x0, y0 pour la fonction f, dont on avait tracé les lignes de niveau ici, ne correspond à rien, ne correspond pas à un point stationnaire, mais pour la fonction L0, c'est un point stationnaire. C'est-à-dire que quand je regarde la dérivée dl0
sur dx au point x0, y0, en fait, quand on dérive cette fonction par rapport à x, on retrouve la dérivée du Lagrangien d'origine en fixant lambda égale lambda 0. Donc si maintenant je fixe aussi x et y comme étant x0, y0, hein, pour les mêmes raisons qui faisaient que le point x0, y0 était un point stationnaire sous contrainte, eh bien, les dérivées partielles de cette fonction de deux variables au point stationnaire sous contrainte sont égales à 0. Hein, et ça vient simplement des deux premières équations qui sont ici. Ok ? Donc si je m'amuse par exemple à tracer des lignes de niveau de cette fonction, de cette nouvelle fonction de deux variables L0, hein, pas L mais L0, hein, on pourrait se trouver par exemple dans un cas de figure comme celui-ci, hein, puisqu'on a un point stationnaire, notre point x0, y0 qui se trouve au même endroit hein, que précédemment. Alors je vais essayer de tracer au même endroit, donc on a nos axes qui seraient ici. Cette fois-ci, les lignes de niveau par contre de cette fonction sont différentes de la fonction f, et on pourrait se trouver dans un cas où la fonction L0, elle est des niveaux de ce type-là, hein, et qu'ici on est, alors je vais essayer de le centrer pour que ce soit plus parlant, hein, voilà, un point stationnaire qui correspond par exemple à un, alors ici ça serait un minimum, hein, donc la valeur de la fonction, alors je vais mettre, ça, les chiffres que je mets c'est la valeur de la fonction, et puis je vais mettre des niveaux un peu arbitraire, donc là je vais mettre 2, 3, 4, 5, voilà. Et donc, ce point stationnaire peut par exemple être un minimum libre de cette fonction L0. Vous allez me dire, on s'en fiche pas mal de cette fonction L0, c'est pas elle qui nous intéresse. Mais là ce que je vais faire maintenant, c'est faire apparaître la contrainte, qui a exactement la même forme qu'avant. Hein, donc je vais essayer de la faire de manière... Voilà, ça c'est la même contrainte, g de xy égale à 0. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point sur cet exemple-là, hein, sur cet exemple, peut-être que j'ai de la place en bas, ici, sur cet exemple, x0, y0 est un minimum libre, comme dans le chapitre sur le petit livre, de la fonction L0. Hein, c'est pas la fonction f, c'est la fonction L0. Mais la fonction f, on la voit apparaître ici. On la voit apparaître à un certain endroit. Justement, sur cette fameuse contrainte. Regardons comment est définie la fonction L0 que j'ai représentée ici. L0 de xy, c'est f de xy moins lambda 0, g de xy. Mais maintenant, si je m'abalade sur la contrainte, g de xy vaut 0. Donc cette partie-là disparaît. Donc lorsque je regarde des xy, pas n'importe où, mais uniquement sur la courbe bleue, ici, la fonction L0 va être égale à la fonction f. Hein, donc cette fonction L0, hein, ce n'est pas une fonction complètement quelconque, hein, elle correspond exactement à la fonction f, donc ici, hein, quand on se balade ici, la fonction L0 de xy est égale à la fonction f de xy. Voilà. Donc maintenant, si on a, comme c'est le cas, un point stationnaire de L0 qui correspond à un minimum libre de L0, c'est-à-dire je prends n'importe quel xy dans un voisinage, ici par exemple, si je prends xy ici, f de xy va, L0 pardon, de xy va être plus grand que L0 de x0, y0. Et qui peut le plus, peut le moins. Maintenant, si je ne regarde pas n'importe quel xy, mais un xy par exemple ici, si je regarde maintenant un point xy sur la contrainte, c'est pareil. L0 de xy va être plus grand, puisque c'est un minimum, que L0 de x0, y0. Hein, donc dans ce cas de figure, hop, dans ce cas de figure, dans ce cas de figure, hein, si je prends pour n'importe quel xy sur la contrainte, sur cet exemple, hein, c'est toujours un exemple pour nous faire sentir cette fameuse condition du second ordre. Pour xy sur la contrainte, d'accord, comme pour n'importe quel xy, hein, si xy est dans un voisinage
donc assez proche de x0, y0, d'accord? Alors, peu importe le fait qu'il soit sous la contrainte ou non, on a un minimum, et donc du coup, L0 de xy va être plus grand que L0 de x0, y0. D'accord? Mais comme, et c'est ça le truc, comme les deux points xy et x0, y0 sont tous les deux sur la contrainte, et que sur cette contrainte, les deux fonctions L0, qui ne nous intéressent pas forcément, et la fonction f qui, elle, nous intéresse, coïncident. Et donc ce truc-là, ça vaut justement f de xy va être plus grand que f de x0, y0. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que du coup, f de x0, y0 est plus petit que n'importe quel f de xy qui se balade sur la contrainte, et donc x0, y0 est un minimum local sous contrainte de la fonction qui nous intéresse, f. D'accord? Donc c'est un minimum local sous contrainte de la fonction f. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en regardant cette fonction-là, qui consiste à considérer le multiplicateur de Lagrange qu'on a trouvé, le fait que x0, y0 soit un minimum de la fonction L0 au sens libre, partout, va impliquer le fait que c'est aussi un minimum local sous contrainte de cette même fonction. Et ce que j'ai dit pour minimum, ça marcherait aussi pour maximum, il suffirait d'aller à l'envers, là j'ai 2, 3, 4, 5, on pourrait avoir 2, 1, 0, moins 1, ça marcherait aussi, on aurait le même raisonnement, sauf qu'il faudrait ici inverser les inégalités dans ce raisonnement-là. Et donc, ceci va donner naissance à la première condition du second ordre qui va nous permettre de caractériser nos points stationnaires sous contrainte, ce que l'on va appeler la condition forte ou la mauvaise condition du second ordre, parce que vous allez voir qu'on va en voir une juste derrière qui va être beaucoup plus puissante et qui va nous permettre de conclure plus souvent, mais celle-ci est facile à vérifier. Donc, condition forte du second ordre, qui nous dit la chose suivante, c'est que si, je vais le faire en deux étapes, si x0, je vais répéter ce que je viens de mettre, je vais résumer, y0 est un minimum, un min ou alors un max de la fonction L0, donc local de la fonction L0, alors x0, y0 est un min max local sous contrainte de la fonction f. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de manière calculatoire? On va revenir à ce qu'on a vu en optilibre, parce que vérifier cette condition, c'est analyser la fonction L0, regarder ce qui se passe au second ordre, les dérivées secondes de L0, et regarder notre fameux critère, ou plus particulièrement, regarder la forme quadratique qui arrive dans le développement limité de la fonction L0. Donc je vais le réécrire. Donc si par exemple, le DL, le développement de Taylor de L0 au second ordre, c'est L0 de x0 plus h, y0 plus k égale L0 de x0, y0, alors là j'ai pas beaucoup de place, je vais le mettre en dessous, plus, alors là ce qu'on attend à voir c'est le premier ordre, d'accord, c'est les dérivées premières de L0, mais comme c'est un point stationnaire, x0, y0, elles n'apparaissent pas. Donc le prochain terme à apparaître, c'est quoi? C'est 1 demi de R0 h carré plus 2 S0 hk
plus T0 K carré, où je rappelle que R0, c'est la dérivée seconde par rapport à x de la fonction qui nous intéresse, L0, pris au point x0 et y0. S0, c'est la dérivée croisée, et T0, c'est la dérivée seconde par rapport à y, deux fois. Et plus un reste, je ne vais pas le marquer, ça n'intervient pas dans mon raisonnement. D'accord? Donc si j'écris ça, et je reprends la condition du dessus, ben on reprend aussi, on va coupler ça avec la condition qu'on a vue dans le chapitre sur l'optimisation libre. D'accord? Donc si R0, T0, moins S0 carré strictement positif, et R0 strictement positif, hein, où R0, S0 et T0 c'est le dérivé de la fonction L0, alors on a un minimum local de L0 et donc un minimum local de f sous contrainte. x0, y0, min local de f sous contrainte. Hein, la fonction L0, c'est un outil sous contrainte. La fonction L0, c'est un outil. Nous, ce qu'on veut pouvoir conclure, c'est sur la nature de x0, y0 pour f sous contrainte. Hein. Maintenant, si toujours la même condition strictement positif et R0 cette fois-ci est négatif, hein, on rappelle que dans ce cas-là, la fonction est localement convexe et dans ce cas-là, elle est localement concave, donc on aura un maximum. Alors, x0, y0 est un max local de f sous contrainte. D'accord ? Et comme là, on donne des conditions suffisantes, si par contre, on est dans le troisième cas de figure intéressant pour les fonctions de deux variables, qui est lorsque R0, T0 moins S0 carré est négatif strictement, on avait conclu en opti libre, dans ce cas-là, on a un point sel. Bon, bah là, pour le coup, le point sel, je ne sais pas trop quoi en faire pour l'instant. Hein, ce qu'on va voir maintenant, bah, c'est que même dans le cas du point sel, on va pouvoir conclure sur la nature du point stationnaire. D'accord ? Alors, tout de suite, regardons la condition faible du second ordre. Je vais écrire là pour gagner un peu de place. Voilà. Donc, condition maintenant, faible du second ordre. Hein, faible, c'est-à-dire qu'il y a moins de restrictions. Condition faible du second ordre, hein, on pourrait l'appeler la bonne condition. Celle qui va nous permettre de conclure le plus souvent. Qui va nous permettre notamment de conclure dans le cas du point sel. Donc je vais le dessiner, ce fameux point sel. Donc si on est dans le cas où ça c'est négatif, par exemple. Dans ce cas-là, on a un point sel. Alors je rappelle que c'est à peu près les lignes de niveau d'un point sel, ça ressemble à ça. Voilà. Donc on a, ça c'est les lignes de niveau de L0. Et donc ici, on va avoir un point sel, c'est-à-dire que la fonction L0, elle va varier, donc elle va valoir, j'avais mis quoi comme valeur? J'avais mis 2, il me semble, j'ai gardé 2. D'accord? Et dans une direction, ça va augmenter, donc admettons dans cette direction, ça va augmenter, donc ici je vais passer de 2 à 3. Non, je vais peut-être pas mettre là mes niveaux, je vais les mettre plus bas pour que ça ne se recharge pas. Donc cette ligne de niveau, ça sera la ligne de niveau, admettons, 3. Et celle-là, ça sera la ligne de niveau 4. Donc on augmente, et pareil, on augmente aussi dans cette direction-là. D'accord ? Je passe de 2 à 3, puis de 3 à 4. D'accord ? Donc si j'augmente, si je me déplace, je pars d'ici, je me déplace soit vers la gauche, soit vers la droite, ben j'augmente, j'ai un minimum dans cette direction. Et par contre, si je me déplace verticalement, là j'ai un maximum. Hein ? Le point sel, je vous rappelle, c'est comme le bras. Hein ? Ici on a le point, si je me déplace dans un sens... Dans ce sens-là, je vais monter des deux côtés. Je vais avoir un minimum dans cette direction-là. Et par contre, si je me déplace dans la direction opposée, là, je vais descendre. Et donc, c'est ni à max, ni à min pour la fonction L0. Donc 2, 1, 0, moins 1, par exemple. Donc là, 1, 0. D'accord ? Donc là, je descends. Et là, je monte.
Donc là, pour la fonction L0, on a vu, hein, un point sel, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas conclure. On peut conclure que pour la fonction L0, le point x0, y0 qui est ici, est ni à max, ni à min. Maintenant, je vais retracer ma contrainte. Voilà, je vais la tracer comme ça. Donc sur cette contrainte, g de xy égale à 0. Je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, la fonction L0 de xy, elle vaut f de xy. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que le fait que x0, y0 soit ni à max, ni à min de L0, en fait, on s'en fiche pas mal. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la fonction L0, c'est la fonction f sous la contrainte. Et les deux fonctions coïncident justement sur la contrainte. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque je ne regarde pas n'importe quel xy, notamment ceux-là pour lesquels la fonction diminue, mais uniquement ceux qui sont sur la contrainte. Baladons-nous. Donc là, je suis de ce côté-là, ligne de niveau 3, 4, on imagine qu'il y a 5, 6, 7 de ce côté-là. Donc là, elle vaut 6, admettons. Hein. Là, je me déplace sur la contrainte, ça va 5, je passe cette ligne de niveau, ça vaut 4, puis 3, puis j'arrive ici, ça vaut 2, puis ensuite je continue, 3, 4, 5, etc. D'accord ? Donc, si on ne s'autorise pas à prendre n'importe quel xy, mais uniquement ceux qui sont sur la contrainte, sur ce dessin, ce que l'on voit, c'est que notre point x0, y0, c'est bien un minimum, d'accord ? Même si pour la fonction L0 dans sa globalité, c'est ni à max ni à min. Si je regarde uniquement là, je passe de 5, 4, 3, 2, je descends, puis après je remonte. 2, 3, 4, puis 5, etc. Donc là, le point x0, y0, sous la contrainte, c'est un minimum local de la fonction L0, et donc de la fonction f, puisque les deux coïncident. D'accord ? Donc sur la contrainte, ici, donc si on regarde, je vais résumer ce que je dis, hein, x0, y0 est un point sel de L0. Donc pour L0, x0, y0 n'est ni à min, ni à max, ni min. Mais sur la contrainte, je ne regarde pas ce qui se passe dans cette direction, je m'en fiche totalement puisque je ne m'autorise que cela. x0, y0 est un min. Et donc on arrive à conclure, même lorsque notre fonction L0, hein, x0 et y0 pour cette fonction est un point sel. Et ce que l'on va voir, c'est que ça marche aussi lorsque notre contrainte, notre condition R0, TO0 moins S0 carré est égale à 0, on va aussi pouvoir conclure dans la plupart des cas. D'accord ? Alors, pardon. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir, c'est trouver un critère calculatoire. Là, je viens de le faire à la main, graphiquement, je vais vous expliquer comment ça marche. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment vérifier si on se déplace, comme on vient de le voir ici, dans cette direction-là, auquel cas x00 égale à min, ou est-ce que la contrainte en bleu, j'aurais pu très bien la dessiner comme ça, auquel cas c'est un max. Donc là maintenant, ce qu'on va essayer de déterminer par le calcul, c'est de savoir dans quelle direction la contrainte traverse ce point sel. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va refaire, c'est revenir à la fameuse forme quadratique qui est dans le développement limité de L0, et puisque c'est sur le signe de cette forme quadratique que je pourrais appeler Q de HK, hein, comme on a l'habitude d'appeler, c'est le signe de Q de HK qui nous permet de caractériser la nature du point. Revenons à ça. Et donc nous, ce que l'on veut, hein, on cherche à déterminer le signe de Q de HK. HK, je vous rappelle, c'est un vecteur de déplacement. Hein, donc par exemple, on va se déplacer dans cette direction. Donc on a un HK. Quand HK
pas pour n'importe quel HK, je ne m'autorise pas à me déplacer dans ce sens-là, uniquement lorsque le déplacement se fait dans la direction de la contrainte. Lorsque HK est dans la direction de la contrainte. C'est-à-dire, là je l'ai dessiné, mon HK il est là, c'est la flèche que je viens de dessiner, quand le HK est dans la direction de la contrainte. Donc je ne m'autorise pas des déplacements dans ce sens-là, mais uniquement quand je pars d'ici, des déplacements qui vont dans la direction de la contrainte. Et puis là on revient sur le même argument que dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le vecteur ici va être tangent à la courbe, va frôler la courbe, et de manière calculatoire, qu'est-ce que ça veut dire de frôler la courbe? Et bien ça va vouloir dire être orthogonal au gradient de la fonction g, puisque la contrainte c'est la ligne de niveau 0 de la fonction g. Et bien le fait que HK soit dans la direction de la contrainte, ça veut dire que si je trace le gradient, ça c'est par là par exemple, donc là ce serait le gradient de la fonction g en x0, y0. On vérifie que le déplacement autorisé est dans la direction de la contrainte lorsqu'il est orthogonal au gradient. D'accord? Donc, est dans la direction de la contrainte, c'est-à-dire HK est orthogonal au gradient de la fonction g en x0, y0. Même argument que la semaine dernière, dans la vidéo précédente, sur la condition suffisante du second ordre. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire orthogonal? Orthogonal, avant de mettre ça, je vais donner des petites notations pour que ça soit plus digeste. Si on note petit a, la dérivée de la fonction g par rapport à x au point x0, y0, c'est-à-dire la première coordonnée de ce gradient, petit b, la deuxième coordonnée du gradient, c'est-à-dire dg sur dy en x0, y0. Qu'est-ce que ça veut dire gradient de g orthogonal à hk? Ça veut dire que le produit scalaire entre ces deux-là est égal à 0. D'accord? Et c'est-à-dire AH, donc je vais mettre HK orthogonal au gradient de G, c'est seulement si le produit scalaire entre celui-là et celui-là est égal à 0, c'est-à-dire AH plus BK est égal à 0. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, pour comprendre si mon point stationnaire est un minimum local sous contrainte ou un maximum local sous contrainte de f, c'est de s'intéresser au signe de la forme quadratique Q de HK lorsque on ne prend pas n'importe quel h, n'importe quel k, mais uniquement ceux qui vérifient cette condition-là. D'accord? Voilà. Donc, je vais écrire ici la condition suffisante du second ordre, la bonne condition. Bonne condition du second ordre pour la caractérisation des points stationnaires sous contrainte. Si pour tout HK, tout vecteur de déplacement non nul, quel que soit le vecteur de déplacement, vérifiant justement la fameuse condition AH plus BK égale à 0, Q de HK est strictement positif, comme pour l'optimisation libre. Là, on est dans le cas... Alors, je vais mettre... Alors,
x0, y0, comme pour le petit libre, hein, même argument, est un minimum local de f sous contrainte. Et puis si Q de HK est négatif, alors x0, y0 est un maximum local sous contrainte de f sous contrainte. Voilà. Voilà, donc voilà la condition suffisante du second ordre, la bonne condition suffisante, c'est-à-dire celle qui est plus faible, qui demande moins d'hypothèses pour pouvoir conclure, puisque ça va nous permettre de conclure. Donc ça va être vérifié notamment sous les conditions classiques R0, T0, moins S0 carré positif et R0 positif, c'est justement ce cas-là, d'accord, mais aussi dans le cas où on a un point cell, ou alors quand notre R0, T0, moins S0 carré est égal à 0. Voilà. Donc, on va voir tout ça sur un exemple, en revenant sur l'exemple de la vidéo précédente, qu'on avait déjà commencé à étudier. On avait déjà trouvé des points stationnaires de la fonction x carré plus y carré. Hop. X carré plus y carré avec la contrainte xy égale à 1. Donc, f de xy égale x carré plus y carré. Et g de xy, c'était, on veut que xy soit égal à 1, c'est-à-dire xy moins 1. Comme ça, g de xy égale à 0. Voilà, ça c'était l'exemple de la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était que la fonction L de xy et de lambda, c'est donc x carré plus y carré moins lambda xy moins 1. Et on avait vu le système où on avait dl sur dx qui devait être égal à 0 et dl sur dx c'était 2x moins lambda y, dl sur dy c'est 2y moins lambda x, et puis la fameuse contrainte qu'on retrouve en dérivant le Lagrangien par rapport à lambda. Donc on a moins xy moins 1 et on voulait que ça soit égal à 0. On avait résolu ça en disant que ça c'était équivalent à x0, y0, alors je vais peut-être mettre x1, y1, alors. Je vais mettre x0, y0, lambda 0 égale 1, 1, 2, ou alors on avait trouvé deux points stationnaires, x0, y0, lambda 0 égale à moins 1, 2. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est de caractériser ces deux points stationnaires. Donc dans la suite de la vidéo, je vais m'intéresser au premier. Puis ce que je veux faire va s'appliquer totalement au deuxième aussi, mais on ne va pas le faire. Et donc on va essayer maintenant de savoir si ce point x0, y0 égale à 1, 1 est un minimum ou un maximum sous contrainte de f, en regardant le critère qui est sur votre gauche. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on a besoin pour ça? On a besoin de la forme quadratique, Q de HK. Donc on a besoin des dérivés de la fonction L0, des dérivés secondes. Donc la fonction L0 qu'on a présentée dans ce cours, fonction de deux variables, c'est quoi? C'est la fonction L auquel je fixe lambda égale au lambda 0 égale à 2, qu'on a trouvé en résolvant le système. Donc c'est x carré plus y carré moins 2 xy moins 1. D'accord ? Et donc j'ai besoin de R0, donc quand je dérive deux fois par rapport à x, là j'ai déjà dérivé par rapport à x une fois, il suffit de prendre lambda égale à 2 ici. Donc la dérivée de L0 par rapport à x c'est 2x moins 2, puisque lambda vaut 2, y. Maintenant j'ai besoin de dériver deux fois par rapport à x, si je dérive encore une fois par rapport à x, je trouve 2. Le S0 c'est la dérivée croisée, donc je prends dl sur dx, je dérive cette fois-ci par rapport à y, il me reste moins lambda, avec lambda qui vaut 2, donc je vais avoir moins 2. Et T0, dérivée deux fois par rapport à y, donc c'est celle-ci que je redérive encore par rapport à y, ça me redonne 2.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est voir si la mauvaise condition fonctionne. C'est est-ce que R0, T0 moins 0 carré est strictement positif, auquel cas on peut directement conclure. C'est ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo. Donc on y va. R0, T0 moins S0 carré, bah ça vaut 2 fois 2 moins 2 au carré. Donc là, ça vaut 4 moins 4. Hein, moins, il dégage avec le carré, donc ça me donne 0. Pas de bol. Pas de bol, on ne peut pas utiliser la condition forte qui nous permet de conclure directement. Donc regardons la condition faible maintenant. Donc, pour ça, on a besoin du gradient de G. Hein. Donc G de xy, appliquons la condition forte, la condition faible. D'accord ? Donc ça veut dire, on va analyser déjà Q de HK qui est égal à R0 de H carré plus 2 S0 HK, c'est-à-dire moins 4, 2 fois 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4, HK plus T0 de K carré. Et nous, on veut le signe de cette fonction-là lorsque HK vérifie AH plus BK égale à 0. Calculons A. Donc on a la fonction G de XY qui valait XY moins 1. Et donc le A, c'est la dérivée par rapport à X de la fonction G pris au point X0, Y0. Le point X0, Y0, c'est le point 1, 1. On y va? Donc ici, dg sur dx, bah, ça vaut Y. Hein, quand je dérive tout ça par rapport à X, ça me donne Y. Donc là, j'ai mon Y0 qui vaut 1. Le B, c'est dg sur dy que j'applique au point 1, 1. Donc quand je dérive ça par rapport à Y, ça me donne X que je prends au point 1, 1. Donc là, j'ai mon X0 qui vaut 1. Donc le A vaut 1 et le B vaut 1. Et donc maintenant, on regarde le signe de Q de HK quand AH plus BK égale à 0. Hein, donc la condition qui nous intéresse sur HK, c'est AH plus BK égale à 0, c'est-à-dire le A et le B valent tous les deux 1, H plus K égale à 0. Autrement dit, par exemple, on peut exprimer K en fonction de H avec ça. Donc par exemple, K égale A moins H. Maintenant, on regarde le signe de Q de HK lorsque K égale à moins H. Donc on regarde Q de H et de K, c'est-à-dire H et de moins H. On y va, il suffit de remplacer tous les K par moins H. Donc là, le 2H carré reste. Après, j'ai moins 4 fois H fois K, donc H fois moins H, plus 2K carré, donc moins H au carré. Maintenant, je fais le bilan. Ce qui va se passer, c'est que quand on va faire cette substitution de K en fonction de H, la Q de H et de moins H, en général, quand vous allez utiliser cette méthode, ça va vous donner un coefficient réel multiplié par H carré, ou bien alors par K carré si vous aviez exprimé H en fonction de K. Donc le signe de ce truc-là va être extrêmement facile à étudier. Donc là, je vais avoir 2. Ici, j'ai moins 4 fois H fois moins H, donc moins par moins, ça fait plus. Donc là, j'ai plus 4. 2 plus 4, 6. Et là, moins H au carré, le moins dégage, j'ai encore une fois H carré. Et j'ai 2 devant. Donc j'ai 6 plus 2, 8. H carré. Et donc ça, dès que H est différent de 0, c'est strictement positif. Voilà. Et donc, d'après ce qu'on a écrit et que j'ai effacé, la bonne condition du second ordre, comme c'est strictement positif, notre point x0, y0 égale à 1, 1 là, est un minimum local sous contrainte. Voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo en refaisant le schéma initial où je représente la fonction f et la contrainte et où je vais représenter
mon point stationnaire x0 égale 0, puis on va voir, puisqu'ici ce sont des lignes de niveau assez faciles à tracer, on l'a vu, si on peut voir sur le schéma que x0 égale 0 est bien un point stationnaire sous contrainte. Donc là je vais avoir l'axe des x, l'axe des y. Ce qu'on avait dit, c'est que les lignes de niveau de la fonction f, c'était des cercles. D'accord ? Donc ligne de niveau 0, c'est quand x carré plus y carré égale à 0, c'est ici. Après ligne de niveau 1, x carré plus y carré égale à 1, c'est le cercle de rayon racine de 1. Voilà. Après, j'ai... Donc ça, c'est ligne de niveau 1. Et après, j'ai 1... Voilà, j'ai 1, 1. X carré plus y carré égale à 2, c'est ligne de niveau 2. Et je pense que j'avais fait une petite erreur dans mon schéma de la première vidéo, où mon point stationnaire sous la contrainte, je l'avais fait passer par la ligne de niveau 1. Mais en fait, elle passe par la ligne de niveau 2. D'accord ? X carré plus y carré... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. C'est la ligne de niveau 4. X carré plus y carré égale à 4. C'est le cercle de rayon racine de 4. D'accord ? Donc, cercle de rayon racine de 4. Donc, le cercle de rayon 2. Voilà. Donc là, je me suis encore trompé, je pense. Ouais. Je me suis encore bourré. Donc ici, pardon. Je me suis encore trompé. Autant pour moi. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir que vaut f au point stationnaire 1, 1, ça vaut 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 2. D'accord ? Et donc, tous les points qui vérifient ça, pour voir quelle ligne de niveau ça correspond, x carré plus y carré égale à 2, c'est le cercle de centre 0, 0 et de rayon racine de 2. Donc ici, celui qui passe par mon point qui m'intéresse, c'est le cercle de rayon racine de 2. Voilà. Ça, c'est la ligne de niveau 2. Et donc, je passe par racine de 2. Alors que là, cercle de niveau 2. Après, le prochain, c'est celui que je voulais dessiner tout à l'heure. C'est le cercle de rayon 2 qui va correspondre à la ligne de niveau 4. D'accord. Maintenant, je vais tracer ma contrainte, qui va forcément passer par ce point-là. C'était fait exprès. Voilà. Alors mince, il ne fallait pas que je croise. Bon, je vais essayer de ne pas croiser. Voilà. Hop. Voilà. Et mon point est là. Et donc, vérifions. Vérifions. Donc, si je me balade sur la contrainte ici, la fonction vaut 4. Ensuite, elle descend jusqu'à racine de 2. Et ensuite, elle réaugmente pour atteindre 4. Donc, on est bien dans le cas d'un minimum local sous contrainte de la fonction f. Puis si après on analyse exactement de la même manière l'autre point stationnaire qu'on a trouvé, qui était moins 1, moins 1. Donc moins 1, moins 1, il est là. Il est à peu près là. D'accord. Lui aussi, on va montrer que c'est un minimum local sous contrainte en analysant la forme quadratique avec la condition AH plus BK égale à 0. Mais il faut refaire tous les calculs parce que ce n'est pas le même point qu'on analyse, donc pas la même fonction L0 a priori. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Il nous en restera encore une après. Je vous souhaite bon courage à toutes et tous et puis une bonne santé.